Hey! Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur. En fait, c'est la question que je m'ai posée, de faire une petite vidéo de réflexion sur le bonheur. Alors on a beaucoup échangé sur le sujet, sur les réseaux sociaux. Et en fait, comme je suis un peu taquin, j'ai envie de vous faire une vidéo sur la souffrance aujourd'hui. Et, et surtout sur comment on peut se libérer de la souffrance. Et peut-être ce sera une voie pour atteindre le bonheur. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça provient de mes réflexions sur un article que je suis en train d'écrire sur la religion et les sciences. Alors, on pourrait se demander, mais c'est quoi le lien entre la souffrance et la thématique religion et sciences? Alors, on va déjà commencer par poser les bases. Feynman a écrit un magnifique discours sur la science que je vous invite à lire. Et il rappelait un fondamental qui était que la science n'enseigne rien, contrairement à souvent ce qu'on entend. Il expliquait que l'expérience enseigne. Et au final, si on est dans un processus scientifique, on se rend compte que l'expérience nous enseigne si les idées, si les choses sont vraies ou fausses. Et pourtant, on le sait avec l'histoire, que les débats d'idées sont très émotionnels et que les gens se sont battus pour leurs idées, même parfois de manière très violente. Et donc on se rend compte que ça doit toucher probablement quelque chose de plus que c'est vrai ou faux, puisqu'il y a de l'émotion. Alors, est-ce que, au final, on peut se demander si le fait qu'il y ait des émotions, ça ne nous donne pas des indications sur le fait que le conflit qu'il y a chez les personnes, c'est un conflit moral de bien ou de mal. Les gens se battent pour le bien, pas pour le vrai. Et où c'est que ça pourrait venir? Alors, si on regarde l'évolution, notamment pour nous, le groupe Homo, le groupe humain, on a évolué en tant que groupe social. Et donc, il y a des mécanismes qui sont ancrés en nous, qui nous déterminent en tant qu'animaux sociaux. Donc on sait qu'on a de l'empathie, on est capable de ressentir, de comprendre les autres, on a des biais de conformité qui nous poussent, on le sait, à plutôt penser comme les autres. Et on peut se poser la question de d'où ça vient et qu'est-ce qui définit un groupe. Alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on sait qu'on choisit les gens avec lesquels on est et on appartient à des tribus qui partagent des centres d'intérêt ou des convictions profondes. Howard Bloom disait que, au final, les idées façonnent les groupes sociaux. On parle d'ailleurs en marketing d'idées virus, c'est-à-dire que les idées se propagent et nous transforment et nous définissent. Ce qui est très intéressant, donc, si on a une mythologie qui est une explication totale du monde et donc qui est partagée par un groupe, on voit à travers l'histoire que les apostats, c'est-à-dire que les gens qui ont arrêté de croire aux croyances communes, sont chassés. Et pourquoi ils sont chassés? Peut-être parce que ce qu'on disait, c'est que si on a survécu en tant que groupe, les gens qui remettent en cause la cohésion du groupe sont une menace pour le groupe lui-même et donc indirectement pour nous. Et donc on va chasser les apostats. Donc dans les religions, on l'a vu, les gens qui quittaient la religion étaient chassés. Et aujourd'hui, on le voit avec des activistes, donc des courants qui sont basés sur des idéologies. Les gens qui croyaient, qui faisaient partie d'un groupe, quand au bout d'un moment ils disent mais au final je ne crois plus à ces idées-là, ils sont souvent chassés avec virulence par les personnes qui appartenaient à ce groupe. La mort sociale de quelqu'un, ça s'appelle l'excommunication, on rejette la personne. Et on voit que sur tout un tas de sujets modernes, on traite les gens de fascistes ou de nazis sur des sujets qui n'ont pas de rapport, et c'est tout ça pour dire que ces personnes sont des mauvaises personnes. Elles ne croient pas dans la croyance du groupe, donc ce sont des mauvaises personnes. On n'est plus dans le vrai, le faux, on est dans le bien et le mal. Donc voilà, donc tout ça, on comprend un peu comment est né ce biais de conformité et la pression sociale qui nous anime. Et donc on peut se poser la question, d'où vient la douleur? On voit si on fait partie, quelqu'un critique les croyances du groupe, au final il critique le groupe lui-même, et donc nous en tant qu'individus, et donc on comprend les réactions.
Donc on peut se demander si ces douleurs ne viennent pas d'un mécanisme de dissonance. Alors la dissonance cognitive, c'est un sujet qui est très intéressant. Moi je m'y intéresse depuis des années et ça évolue, il y a beaucoup de concepts différents qui viennent. Donc je vais vous présenter un peu quelques réflexions qui sont bien sûr, comme le reste, un sujet à débat. Mais bon, souvent on lit la dissonance cognitive, c'est au final avoir deux croyances opposées et donc, en fait, on a une vision du monde, on n'est pas cohérent. On a des croyances qui sont contradictoires. Et pourtant, on sait tous qu'on fait des choix, et que nos choix, on va les rationaliser a posteriori. On va se raconter une histoire pour justifier nos choix. Donc, bien sûr, en termes de dissonance cognitive, on peut prendre, si je mange telle chose, ou si je fume telle chose, et que j'ai la croyance que c'est mauvais pour moi, on sait que ça ne nous empêche pas de faire l'action dont on pense que c'est mauvais, puis on va se raconter des histoires, je peux arrêter quand je veux, et puis c'est pas si grave, et puis voilà. Donc on va rationaliser après coup. Ce qui peut être intéressant, c'est un article que j'avais lu il y a très longtemps, qui m'avait marqué. C'est quoi cette expérience-là? Cet article parlait d'une expérience qui était, on regardait comment fonctionnait le cerveau des gens. Notamment, quand on regarde quelqu'un parler, on a certaines zones du cerveau qui s'allument. Quand on regarde un robot faire des tâches, on a d'autres zones du cerveau qui s'allument. Par contre, quand on regarde un androïde, c'est-à-dire un robot qui a peut-être des traits humains, donc qui essaye de bouger comme un humain, qui essaye de parler comme un humain, qui essaye de nous faire croire que c'est un humain, là, le cerveau devient un arbre de Noël. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question si, au final, notre mythologie, comme on a vu, on a une carte de représentation du monde, d'explication du monde, le cerveau en permanence cherche à anticiper, à comprendre ce qui va arriver. Et que quand on a quelque chose qui arrive qui dépasse notre compréhension, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est un robot mais ça se comporte comme un humain, donc il se passe quelque chose au niveau du cerveau, et donc là ça réagit dans tous les sens. Alors je ne sais pas si ça fait de la souffrance en tout cas, mais le cerveau il est en suractivité, donc on peut dire que ça le stresse. Alors, c'est assez intéressant parce que si voilà, notre cerveau est câblé pour voir les choses d'une certaine manière et que le fait d'être confronté à une réalité différente, ça le met dans cet état de stress, ça m'amène à un point que j'appelle le syndrome de Bossuet. Donc Bossuet avait dit quelque chose comme Dieu se rit des gens qui chérissent la cause de leur malheur. C'est intéressant parce que on le sait tous, quand quelque chose nous rend malheureux, plutôt qu'essayer de comprendre pourquoi on est malheureux, on croit encore plus à notre croyance. Donc on est comme dans Bossuet, on chérit la cause de nos malheurs. Et donc on en rajoute, et on se dit, parce qu'on est une bonne personne, parce que ce sont des bonnes croyances, ça fait de nous une bonne croyance, une bonne personne, eh bien on se dit, je vais aller encore plus loin dans ma croyance, et malheureusement on est encore plus malheureux. Voilà, tout ça c'est totalement paradoxal, mais on est câblé comme ça. Et dans certains cas, les gens vont jusqu'à la dépression, voire dans certains cas tragiques, certaines personnes peuvent se suicider. Et quelque chose qui paraîtrait plutôt serein, c'est de comprendre que ce qui nous blesse nous renseigne sur comment on fonctionne. Et donc, que quand on est en détresse émotionnelle, il faut en comprendre la cause et se changer soi-même. Et voilà, c'est plus facile de vouloir changer les autres et de vouloir changer le monde quand on ne va pas bien, pour que le monde soit en cohérence avec nos croyances à nous, que de prendre conscience que non, c'est nos croyances qu'il faut changer. Et ça, c'est très dur de se changer soi-même. Puisqu'on l'a compris, c'est lié à notre vision du monde et du fait qu'on est une bonne personne et que le problème, c'est le monde n'est pas nous. Et donc, on peut se poser plusieurs questions d'une manière plus large. Par exemple, on le sait qu'il y a eu beaucoup de régimes totalitaires au XXe siècle et qui ont commis beaucoup de crimes. Si on comprend qu'on a une vision du monde ainsi et qu'on cherche à faire le bien, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Crime et Utopie, et malheureusement les régimes totalitaires partent de ce principe-là, elles partent qu'ils voulaient faire le bien, une société idéale, et donc en fait la fin justifie les moyens puisqu'on cherche à faire le bien, et ça justifie de faire des crimes, et donc ça pose beaucoup de questions, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une éthique et de ne pas imposer nos croyances aux autres parce que ça peut conduire à des crimes. Ça c'était un petit aparté. L'autre chose qu'on peut se poser de manière générale sur la présentation du monde, c'est d'où elle vient. Donc on l'a vu, on est câblé parce qu'on a un cerveau, on a des biais cognitifs, notamment on a un biais de négativité, on voit les choses plutôt de manière négative, ce qui nous a permis de survivre, mais ce qui peut aussi nous empoisonner.
On a la culture, c'est-à-dire qu'on a grandi avec la culture de nos parents, de l'école, des médias, de la société, qui nous a expliqué un certain nombre de choses sur les valeurs et sur comment fonctionne le monde. Et voilà, et donc forcément on intègre ça. Et on a vu avec la pression de groupe, on appartient à ce groupe qui partage cette culture. L'autre chose qu'on a tous, qui est personnel, c'est notre expérience. On a tous vécu des choses et qui vont ancrer des mémoires en nous et qui vont nous faire réagir dans le futur par rapport à ce qu'on a vécu. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est qu'on a perçu un certain nombre de choses, notamment quand on s'est construit, dans la petite enfance et dans l'enfance. Et peut-être qu'à un niveau inconscient, on se dit, si je m'étais comporté de cette manière-là, alors j'aurais été un enfant idéal et j'aurais répondu aux attentes que je fantasmais, que j'idéalisais de parents idéaux aussi. Mais voilà, tout ça, ça fait qu'on a peut-être des moteurs d'action, ça nous pousse à nous comporter d'une certaine manière, mais ça ne nous rendra jamais heureux, parce qu'on le fait pour voilà, des raisons inconscientes, mais qui ne sont pas forcément des bonnes raisons. Si on va plus loin, donc, on a vu ce qui peut créer de la souffrance, la dissonance cognitive, c'est l'écart entre notre système de représentation du monde et ce qu'on perçoit de la réalité. On peut se poser la question si on n'a pas aussi de la souffrance qui vient entre ce qu'on perçoit de nous-mêmes et un écart entre les émotions et la pression sociale et la manière dont on se comporte. Et il y a une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Récemment, à l'entreprise, j'étais à un séminaire et on nous a appris la technique du sourire et le coach nous enseignait il faut sourire, méthode Coué, si vous souriez, vous serez heureux et tout se passe bien, etc. etc. Alors moi je vais vous raconter une autre histoire sur le sourire. J'ai lu une étude qui montrait que dans les sociétés de services aux États-Unis, les gens qui ont forcé à sourire, parce que la représentation, donc il faut sourire, vous offrez un service, donc les gens veulent être bien accueillis. Bah, le problème c'est que les gens qui le font, si leur conviction profonde c'est qu'elles ne sont pas dans le sourire parce que c'est pas bien, les études ont montré qu'il y avait une augmentation de la consommation d'alcool. Donc on peut se demander si le fait de feindre un sentiment qu'on n'a pas, au final ça ne crée pas une souffrance. Donc autant avoir un sourire quand on est en total accord avec soi-même, donc exprimer ses émotions quand on est en totale harmonie avec soi, ouais c'est chouette, mais si on exprime une émotion qui n'est pas ce qu'on ressent, bah, ça crée de la souffrance. Donc on peut se poser la question si au final on n'a pas des besoins psychologiques fondamentaux et que tout ça c'est pas un driver dans la vie. Donc si les besoins psychologiques fondamentaux, alors bon il y a différentes écoles qui racontent des choses différentes, mais on arrive un petit peu toujours sur l'image de soi et l'estime de soi, donc on a l'amour et l'attention, le respect, la considération et la liberté. Si on a une mauvaise image de nous-mêmes, donc si on ne s'aime pas assez, peut-être s'explique dans nos relations amoureuses pourquoi on a besoin que l'autre nous donne de l'amour. Et pourquoi quand l'autre nous quitte, on ne se sent pas bien. Parce qu'au final, l'autre nous donnait notre shoot d'amour, que nous, on ne se donnait pas à nous-mêmes. Et l'idée, c'est que pour s'y libérer, pour s'accomplir en tant que personne, il faut qu'on s'aime suffisamment. Parce que ce qui nous arrive dans la vie ne définit pas qui on est. Au final, ce qui arrive dans la vie vient appuyer sur ce qu'on pense de nous-mêmes, sur notre propre carte de représentation du monde. Si on va dans la rue et qu'on dit à deux inconnus « toi tu es con », et une personne qui dit « mais pourquoi tu dis ça, je te connais pas », et l'autre qui veut se battre et vous casser la figure, peut-être que la personne qui veut se battre et vous casser la figure, c'est que inconsciemment, elle pense d'elle-même qu'elle est conne, et mais dans sa vision du monde, c'est être une mauvaise personne, et ça lui a fait souffrir, et donc on appuie sur sa faiblesse. Ceux qui blessent nous renseignent. Voilà, donc c'est important de comprendre comment on fonctionne et que les besoins, c'est un driver. Donc l'évolution nous a câblés avec le plaisir. Quand il n'y a plus de plaisir, on est en manque. Le manque crée le désir mène au plaisir. Mais si on est dans le besoin, on n'est pas dans le désir, on est dans le besoin. Donc on va toujours faire avoir des actions pour avoir son shoot. Mais ça ne répare pas la blessure, le fait qu'on ne s'estime pas ou qu'on ne s'aime pas. Par exemple, il y a des gens qui ne s'estiment pas et pour se prouver eux-mêmes qu'ils valent quelque chose, ils vont énormément travailler, ils vont devenir un patron d'entreprise, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont devenir des acteurs qui vont devenir célèbres. Et puis on connaît certains acteurs ou certains patrons d'entreprise, une fois qu'ils sont arrivés au top, et bien ils expliquent j'ai tout dans la vie et je suis malheureux. Mais oui, parce qu'en fait, à la base, ils ont fait ces choses-là pour se convaincre eux-mêmes qu'ils valaient quelque chose. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne le pensent pas.
Et donc, tant qu'ils font les choses, ils ont leur petit shoot qui arrive. Et puis une fois qu'ils ont tout, ils ne reçoivent plus la dose. Et paf, voilà, ils se retrouvent à confronter à eux-mêmes et il faut qu'ils se réparent. Donc, il faut apprendre à s'aimer parce que si on s'aime suffisamment, si on s'estime suffisamment, ben en fait, on sera libre et on n'aura plus besoin justement d'avoir ces doses par rapport au groupe. Et donc, on sera plus libre aussi de nos idées, de nos propres convictions, puisqu'on n'aura plus toute cette pression sociale, on va aussi s'en libérer par rapport aux relations, et ça va permettre de s'accomplir, de se réaliser, de devenir soi-même. Et donc, d'un point de vue spirituel, si on applique ça un peu à des messages, à des discours qu'il y a pu avoir spirituels, on devient un bodhisattva, c'est-à-dire on s'affranchit, on se réalise et on comprend qu'on avait en nous-mêmes toutes les choses pour être en parfaite harmonie et voilà, et se réaliser, être heureux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de thérapies cognitives brèves qui permettent de travailler sur soi, sur ses blessures, de s'en libérer pour pouvoir se réaliser. Et donc, je voulais terminer sur cette vidéo, sur ce message d'espoir. Vraiment, moi par exemple, j'ai des choses qui m'ont pourri toute ma vie, j'ai suivi une thérapie et j'ai des nuages qui ont disparu et je ne comprenais pas pourquoi j'avais certaines émotions. Et paf, comme ça a disparu du jour au lendemain. Donc vraiment, la bonne nouvelle, c'est on peut travailler dessus, on peut se libérer. Et en se libérant de tous nos traumatismes qui font qu'on a des dépendances, qu'on a des besoins émotionnels, quand on s'aime suffisamment, quand on s'estime suffisamment, on change et le monde change autour de nous, il se passe de belles choses. Donc voilà, c'était le message positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et plein de belles choses pour vous.